Bonsoir chers étudiants, bonsoir à tous. Je me présente, M. Dramé Khalifa Babakar, professeur en logistique, transport, droit des transports et tout ce qui touche aux transports maritimes internationaux et à la logistique internationale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du module intitulé Shipping et opérations portuaires. Vous savez tous que en matière de mondialisation de l'économie, en matière de globalisation de l'économie, en matière d'internationalisation des échanges, on ne peut éviter de parler de transport et surtout de transport maritime internationaux. Mais cette fois-ci, nous allons parler des transports maritimes, mais sous une autre facette. Pourquoi? Parce que vous savez tous que en matière de transport maritime, les ports et les navires sont essentiels pour l'activité maritime. Et d'ailleurs, les ports sont souvent même considérés comme étant le maillon le plus sensible de la chaîne de transport maritime. Et c'est la raison pour laquelle le présent module vient parler non seulement de la navigation maritime, shipping, mais aussi des services qui sont rendus aux navires au niveau des ports. Sans oublier aussi les services qui sont rendus à la marchandise, bien sûr. Alors, le module, comme vous le voyez, tournera autour de deux parties. Dans la première partie, nous allons nous intéresser à la partie shipping, à la partie navigation, à la partie arraisonnement, à la partie consignation. Et dans la deuxième partie, nous nous intéresserons aux services rendus aux navires, à savoir les services de pilotage, l'amanage, balisage, réparation navale, avitaillement, etc. Mais aussi aux services rendus à la marchandise, à savoir les services de manutention, stockage au niveau des terre-pleins amodiés ou bien au niveau des terre-pleins banalisés. Et nous terminerons par des cas pratiques, bien sûr. Alors, dans la première partie, on va parler de shipping. Mais la question que l'on doit se poser, c'est quoi le shipping? What is shipping? Alors, je précise une chose. Vous savez que en matière de transport, il y a beaucoup d'anglais. Ah oui, il va falloir maintenant s'habituer avec l'anglais, parce que l'anglais est non seulement la langue commerciale, mais aussi c'est la langue maritime. Beaucoup de notions sont en anglais, d'accord? On essaiera quand même de faire une traduction peut-être littérale, mais sans pour autant sortir du contexte. Alors, what is shipping? Vous savez, quand on dit shipping, dans un sens strict, ça renvoie exclusivement à la navigation maritime. D'accord? Mais dans un sens large quand même, ça englobe les opérations d'assistance, les opérations d'arraisonnement de navire, les opérations de consignation du navire et même de consignation de la cargaison. Et c'est la raison pour laquelle nous allons d'abord régler quelques détails. Ce que j'appelle régler quelques détails, c'est précisément discuter de certaines notions basiques quand même, que sûrement vous avez eu à utiliser pendant vos années d'études, vos années de formation, mais des termes quand même qui vont beaucoup nous aider dans l'interprétation du module et l'explication de certains termes. Alors, quelques notions fondamentales. Le terme shipping, comme je l'ai dit tout à l'heure, désigne la navigation maritime. D'accord? Et là même, vous pouvez voir le mot ship. Le mot ship veut dire navire. Ship, navire comme vessel. Hein? D'accord? Parfois, dans les connaissements, vous voyez MS, motor ships. Parfois aussi, vous voyez MV qui désigne motor vessel. D'accord? À l'époque, on avait des SS, des steamships, sigle SS. D'accord? Shipping lane, donc là, on parle de ligne maritime. D'accord? Et vous savez que il y a des conférences maritimes partout dans le monde. Il y en a plus de 400 même. Que les conférences maritimes sont des regroupements d'armateurs pour une exploitation commune des lignes maritimes. Alors, ce sont les conférences quand même qui vont planifier les calendriers de rotation des navires. D'accord? Shipping line, et shipping terms, là, c'est les conditions de navigation. D'accord? Les conditions quand même, les conditions du contrat.
Shipping note, là c'est la note d'expédition. Souvent c'est un document qui reprend les caractéristiques de la marchandise. C'est comme une continuité de la liste de colisage. Shipping agent, on va en parler longuement même. Shipping agent, maritime agent ou consignataire. Nous parlerons longuement du consignataire et surtout du consignataire du navire. D'accord? Parce que vous savez que les armateurs, la réglementation les oblige même à avoir un agent désigné sur place. Cet agent-là qui s'entremet entre le navire et le port, on l'appelle le consignataire. D'accord? Ce consignataire-là, il s'occupe de tous les besoins du navire, du capitaine, mais aussi de la marchandise, parce qu'il y a deux sortes de consignataires, le consignataire du navire et le consignataire de la marchandise. Nous aurons l'occasion d'aborder ces deux notions, bien sûr. Shipbroker aussi, on va en parler tout à l'heure. En français, courtier maritime. D'accord? Les courtiers maritimes, souvent, c'est les professionnels du transport maritime qu'on contacte lorsqu'on a besoin d'un navire, et surtout dans le cadre des contrats d'affairement, location de navire. D'accord? Parfois aussi pour l'achat de navire et parfois aussi pour rapprocher les parties dans la négociation, dans la conclusion et même l'exécution du contrat d'affairement. Ship, on a dit tout à l'heure, navire. Shipbuilding. Shipbuilding renvoie à chantier naval. D'accord? Et les plus grands chantiers navals au monde sont les chantiers navals sud-coréens. Daewoo Shipbuilding Marine Engineering. Il y a aussi Samsung Shipyard. Hein? Il y a les Italiens. Hein? Fincantieri, les Français, les chantiers de l'Atlantique. Les Américains. Tunstall Shipyard à Chicago. Les Allemands. ThyssenKrupp. Hein? Les chantiers navals allemands aussi de Fasmer, c'est eux qui ont conçu le bateau Aline Sitoé-Diatta. D'accord? J'oublie pas les Japonais, Mitsubishi, etc. etc. D'accord? Alors, ship owner désigne propriétaire du navire. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. On peut être propriétaire d'un navire sans être l'armateur. L'armement du navire, c'est la fourniture capitaine, équipage, coque et machine en bon état. Je prends l'exemple de la société MSI, deuxième transporteur maritime mondial. Les navires appartiennent à des Suisses, mais l'armement est assuré par des Italiens, bien sûr. D'accord. Shipper désigne toute personne à laquelle, pour le compte de laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport maritime est conclu avec un armateur. D'accord. Donc, il a des obligations, à savoir remettre la marchandise bien emballée au transporteur, mais aussi de payer le prix du transport. D'accord. Certains l'appelleront chargeur dans le jargon du transport maritime. Transshipment désigne uniquement transbordement. D'accord? Parce qu'il y a des navires qui font beaucoup de transbordement avant d'atteindre leur port de destination finale. D'où la notion de le document que nous verrons plus tard qu'on appelle last port of call list, la liste des 10 derniers ports d'escale pour des besoins de la réglementation ISPS, bien sûr. Donc là, c'était juste quelques notions qui méritaient qu'on revienne sur leurs explications pour plus de clarté. Alors, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, la notion de shipping, présentation générale, la notion de shipping renvoie au transport maritime, tout ce qui se rapporte au navire, d'accord? En mer, comme au niveau des installations portuaires. Et vous savez tous que le transport maritime occupe une part extrêmement importante dans la mondialisation de l'économie. Ah oui, aujourd'hui on parle de globalisation des échanges, c'est grâce au rôle joué par les transports. Le transport maritime, c'est le vecteur essentiel du commerce international. Et on dit même que c'est la colonne vertébrale du commerce international même. Les dernières statistiques de la CNUSEP, Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, parlent de pratiquement 10 milliards de tonnes de marchandises transportées par an, représentant en valeur près de 1600 milliards d'euros, occupant 90% du commerce international. La force du transport maritime, c'est bien sûr sa capacité de charge extrêmement élevée. Et le transport maritime, juste en termes de statistiques, est 400 fois plus important que le transport aérien et 4 fois plus important que le transport ferroviaire. Son marché est propre grâce à ses coûts réduits, mais aussi sa capacité de charge très, très élevée. Nous ne manquerons pas d'évoquer certains inconvénients liés à sa lenteur, liés à l'encombrement portuaire, liés à la piraterie maritime, etc. etc. D'accord. Dans bon nombre de services maritimes, on retrouve un service shipping.
désigne consignation, par extension consignataire de navire. D'accord? Mais là, c'est dans le sens strict du terme. Hein, d'accord? La gestion de l'escale des navires. Importance, l'accueil des navires, l'accueil des marchandises, c'est important aussi. La consignation des navires et des cargaisons aussi, c'est important. Les différents services qui sont offerts au niveau des zones portuaires. Maintenant, offert, on mettra guillemets. C'est pas gratuit, hein, d'accord? C'est le terme qui parle même. Services offerts aux navires et services offerts aux marchandises, bien sûr. D'accord? Alors, pour la réglementation aussi, on sera pas long. La réglementation, vous savez que le transport maritime est le seul mode de transport qui est régi par des textes diamétralement opposés. D'accord? On retiendra la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissement, dite convention de Bruxelles, signée à Bruxelles le 25 août 1924, entrée en application 2 juin 1931. La convention des Nations Unies sur le transport international de marchandises, qu'on appelle convention de Hambourg, 31 mars 78, entrée en application 1er novembre 92. Rotterdam Rules, règle de Rotterdam, signée le 23 septembre 2009, mais non encore entrée en vigueur. Pourquoi Rotterdam? Parce qu'il y a une guerre juridique, conflit de loi dans l'espace et dans le temps entre Bruxelles et Hambourg. Rotterdam est venu unifier les règles du droit maritime international. L'autre convention portant sur le droit de la mer, la convention de Montego Bay, qu'on appelle UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 82, et qui vient compartimenter les espaces maritimes en 6 zones. Les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive et enfin la haute mer. La convention d'Athènes relative au transport de marchandises et de leurs bagages, signée à Athènes le 13 décembre 1974. D'accord? Les règles d'York et d'Anvers. Là, je suis du côté des assurances. D'accord? Les règles d'York et d'Anvers sont de 1890 et 1950. Mais il y a une dernière modification à Vancouver le 1er juin 2004. D'accord? Ce sont ces règles-là qui définissent ce qu'on appelle en anglais General Average ou bien l'avarie commune. Au Sénégal, les transports maritimes sont réglementés par la loi numéro 22-2002 du 16 août 2002 portant sur le code de la marine marchande qui réglemente les transports maritimes au Sénégal et surtout les 2 liaisons, à savoir la liaison maritime Dakar-Ziguinchor assurée par les bateaux Agan, Djogé, Djambon, Aline Sitoé Diatta et même Djilor, et la liaison maritime Dakar-Gorée assurée par les chaloupes Koumba Kassel et Pire. D'accord. Je terminerai par la loi relative à la police. On appelle la loi de la police portuaire ou bien la police des ports maritimes au Sénégal. Loi numéro 2010-09 du 23 avril 2010 et qui est relative à la police portuaire, donc à la réglementation au niveau de la zone portuaire, bien sûr. D'accord. Alors, je vais terminer par la sûreté maritime. Oui, là aussi, ça fait partie de la réglementation. La sûreté maritime, quand on l'évoque, on parle de la convention SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui avait déjà prévu la sûreté à bord des navires. Mais cette convention était incomplète. Pourquoi? Parce que la convention ne parlait que de ce qui se passait en mer. Et c'est le code ISPS qui est venu le 1er juillet 2004, code de sûreté internationale portant sur les navires, et qui a complété. Non seulement maintenant la sûreté porte sur les navires, mais aussi les installations portuaires. Son but, c'est d'anticiper au maximum les risques pesant sur le transport maritime. D'accord? Il comprend 2 aspects, la vulnérabilité de la cible, mais aussi les conséquences d'une attaque à cet endroit. Il y a 3 niveaux de sûreté. Level 1, moins de risques. Level 2, il y a des risques, les mesures additionnelles doivent être prises. Et level 3, là, ça vire au rouge. Et on reviendra sur ça quand nous parlons de l'arraisonnement du navire, bien sûr. Donc, on va l'arrêter ici, ou bien peut-être parler un peu des façades maritimes. Oui, les principales façades maritimes internationales. L'Asie du Sud-Est, concentration de très grands ports, Shanghai, Singapour, Hong Kong, the Northern Range. Là, on est au niveau du rail du Nord, on trouve Rotterdam, Hambourg, Le Havre, etc. Le bassin méditerranéen, les ports de Marseille, les ports de Barcelone, Algeciras, les façades américaines, la façade Est, Atlantique, avec les ports de Baltimore, Savannah, façade Ouest, les ports de Long Beach et le bassin, le delta du Mississippi. Sans oublier les ports de Santos et de Buenos Aires en Amérique du Sud. Alors, nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler un peu des activités phares du shipping, à savoir la consignation. Merci et à très bientôt.